Bonjour à toutes et à tous, nous voilà partis pour une semaine de voyage dans les régions françaises. Village Semence et toutes les équipes de SEMAE vont en effet vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font la filière semences un peu partout en France. 6 étapes pour cette semaine, Reims, Arras, Blois, Angers, Clermont-Ferrand et enfin on terminera samedi à Toulouse. À chaque fois, nous rencontrerons les hommes et les femmes. Les femmes, ça tombe bien, c'est aujourd'hui la journée de la femme. Bonne fête à toutes les femmes, si j'ose dire, qui travaillent pour les semences et les plants de qualité, sains, en quantité, afin notamment de participer à la souveraineté alimentaire française et au rayonnement de son agriculture. Première étape aujourd'hui, le Grand Est, à Reims, une bien belle ville, la cathédrale est merveilleuse, le champagne bien sûr, mais beaucoup d'autres choses. L'Est est la première région de production de semences de céréales à paille, en particulier dans le département de la Marne, avec plus de 17 000 hectares de multiplication de semences. L'Est regroupe une filière de sélectionneurs, de producteurs, d'agriculteurs et de distributeurs, avec plus de 3000 entreprises au service de la filière alimentaire et des consommateurs, bien sûr. Le nombre d'agriculteurs multiplicateurs et les surfaces de multiplication continuent de progresser ici comme partout en France. Nous nous trouvons dans la brasserie artisanale qui s'appelle la Bouquine, qui appartient à Mathieu Aubert. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron des lieux. C'est une maison qui, je crois, a été établie ici en 2016. Merci déjà de nous accueillir. Et on va décrypter un petit peu avec vous ce qu'on a autour de nous. Le décor est assez intéressant, on va en parler. En face de vous, Mathieu, un second invité, Vianney Gio, directeur développement du marché Craft Beer chez Malte Europe. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Patrick Fricoteau, maître de conférences en chimie et brasseur amateur. Ça aussi, c'est sympa d'être brasseur amateur. On peut faire sa bière soi-même. Bonjour, oui, tout à fait. Et c'est assez simple. Pas besoin d'un aussi gros matériel que ce qu'on a autour de nous, mais les résultats sont similaires. Parfait. Ben, on va essayer de goûter ça, du moins en images. On va parler aussi, durant ces 2 heures d'émission, on va parler de la bière. Vous l'avez compris, qui est bien sûr produite avec les céréales et plus particulièrement l'orge qui pousse dans la région. Nous parlerons des matières premières, de sélection variétale, de processus de fermentation, mais aussi un peu d'histoire. Et on fera une petite parenthèse de gastronomie entre la bière et le fromage. Il y a des matchs, des dégustations intéressantes. On commence, Mathieu, avec vous. Vous êtes donc brasseur, la Bouquine. C'est le lieu. Déjà, première chose, pourquoi ce nom de la Bouquine? Ça vient de quoi? De bouquins, des livres? Alors pas du tout en fait. Faut savoir qu'effectivement la brasserie a été créée en 2012, là, il y a 9 ans, et on l'a créée en fait en plein milieu du milieu viticole champenois, hein, puisque en fait les Bouquins sont les habitants d'un village qui s'appelle Verzenay, qui fait partie des rares villages grands crus de la Champagne. Et tel on va dire Obélix le Gaulois, j'ai établi la brasserie au départ dans ce village au milieu de 80 vignerons de Champagne. Quasiment de la provocation, on va dire. Positive. De la provocation positive, hein, mais c'est vrai qu'historiquement, et je sais que dans l'émission, au cours de l'émission, vous allez rencontrer des historiens de la bière, et dans ce village, en l'occurrence, il y avait déjà une brasserie en 1785, ou 89, je ne sais plus, enfin bon bref, et donc c'était la 2e brasserie de ce petit village. Brasserie artisanale. Décrivez-nous ce que l'on a un petit peu autour de nous. Je commente, et puis vous allez évidemment prolonger. On a de grandes cuves, de grandes citernes. Qu'y a-t-il là-dedans? Que se passe-t-il finalement dans cette brasserie? On produit de la bière artisanale, on la fabrique, c'est ça? Tout à fait. Donc nous ici, c'est vrai que donc la brasserie, on gère en fait la fabrication de la bière, on va dire de A à Z, hein, c'est-à-dire que on va de la fabrication jusqu'à la mise en bouteille et la mise en fût, bien entendu. Donc là, en fait, on est tout simplement en périphérie de Reims, dans la ville de Cormontreuil, et
c'est ici qu'on fabrique la bière, la bouquine, la rémoise et la bière des Sacres. Donc là, le plateau aujourd'hui, c'est sympa et original. On l'a installé en fait en plein milieu de la brasserie. Derrière vous, vous pouvez retrouver effectivement donc ce qu'on appelle la salle à brasser. Hein. C'est une des premières étapes de la fabrication de la bière. À votre droite, on a effectivement la cuverie. Hein. Donc contrairement aux cuveries de vin ou de champagne, on travaille sur des cuves dites cylindro-coniques, hein, puisque on travaille sur des bières qui ne sont ni filtrées ni pasteurisées. Et en l'occurrence, la clarification naturelle de la bière se fait par de multiples purges, puisque le fait qu'elles soient coniques, nos cuves, nous permet en fait tout simplement de faire des purges de levure qui vont sédimenter vers le bas, et on fait des clarifications par le froid. Donc, par le froid, je confirme, hein, parce que dehors il fait moins 5 degrés à peu près, moins 4, moins 5 ce matin. Dedans il fait quand même pas cette température, mais il fait frais. Et la bière doit rester au frais justement pour bien se conserver, rester en bon état de conservation. Tout à fait. Alors, il faut savoir en fait effectivement que en cuve, il y a deux étapes principales sur la bière. La première étape qui est la fermentation principale, hein, qui va transformer en fait nos sucres naturels, et on viendra là-dessus de l'orge, enfin du malt. Ces sucres sont transformés de la fermentation principale par des levures, hein, tout simplement. Ça, c'est la première partie qui dure entre 5 et 7 jours, on va dire, à une température régulée bien spécifique, hein, puisque une bonne fermentation se passe aux alentours de 20 degrés, on va dire. Et comme la fermentation crée de l'énergie, on est obligé de refroidir nos cuves pour éviter justement des pics de température. La deuxième étape, effectivement, c'est la clarification par le froid, ce qu'on appelle aussi la période de garde, où effectivement, on va descendre nos bières entre 0 et 2 degrés à peu près, tout simplement pour effectivement sédimenter naturellement toutes les particules qui peuvent être en suspension. Qui vont tomber finalement, voilà, se déposer au fond de la cuve. Exactement, et qui vont permettre de clarifier naturellement la bière. Je voudrais passer la parole à Vianney Gio. Vous êtes, je le rappelle, directeur développement du marché Craft Beer chez Malt Europe. Vous êtes malteur, hein, si je ne dis pas de bêtises. Essayons d'être simple et didactique. Qu'est-ce que c'est qu'un malteur? C'est quoi son métier? Il vient compléter, participer au travail de Mathieu. Oui, alors tout à fait. Alors pour bien comprendre ce que fait un malteur, et Mathieu l'a en partie expliqué, il faut comprendre comment on fait une bière. C'est-à-dire qu'on fait fermenter des sucres pour en faire de l'alcool, de l'effervescence, du CO2 et ce genre de choses. Mais à la base, on prend de l'orge, c'est ça, qu'on va faire fermenter finalement. Exactement. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'orge sortie du champ ou sortie de nos silos de stockage n'est pas utilisable directement dans le process de brasserie. Il y a un certain nombre de choses à développer dans le grain pour le rendre fonctionnel, pour qu'une levure puisse l'utiliser, pour qu'une levure puisse vivre également au cours de sa fermentation, et donc apporter de la fonctionnalité à ce produit qu'est l'orge ou d'autres céréales maltées, afin de la rendre transformable. Et pour ça, donc on malte le grain, c'est-à-dire qu'on le fait germer, et en le faisant germer, on développe des processus internes au grain qui permettent de développer des pouvoirs enzymatiques, qui permettent de mettre à disposition des sucres pour la fermentation, qui permettent de mettre à disposition des nutriments, des complexes protéiques pour les levures, pour qu'elles puissent bien faire leur travail au cours de la fermentation. C'est un process totalement naturel finalement, hein, qui est mis en œuvre pour transformer, pour fabriquer cette boisson. Tout à fait. Le maltage est un process complètement naturel, c'est-à-dire qu'on fait simplement germer et on met le grain dans les conditions idéales pour pouvoir le faire germer, pour pouvoir le faire développer ses fonctionnalités. Ce qu'il y a d'intéressant, évidemment, c'est que le type de bière, la qualité de la bière va dépendre aussi beaucoup des variétés d'orge. Il n'y a pas juste une variété qui dit voilà, c'est celle-là, point final. Il y a des variétés, on travaille sur ces variétés. On en reparlera plus tard dans l'émission, mais on peut déjà en toucher un mot. Exactement. On va utiliser différentes variétés selon le besoin du brasseur, selon le type de bière qu'il cherche à faire et selon l'utilisation qu'il fait de son malt ou d'autres produits à côté de son malt. Typiquement, par exemple, la bière blanche belge qui est faite avec du blé, le blé est non malté, donc on a une fonctionnalité spécifique dans le malt qui est apportée en plus. Et ça, c'est purement variétal, c'est purement génétique. Patrick Fricotto, je le disais, vous êtes maître de conférence en chimie. Alors, la bière, c'est de la chimie au sens premier du terme, comme plein de choses finalement dans notre vie quotidienne, dans l'alimentation. Vous êtes aussi brasseur amateur. Et puis, je le dis tout de suite, mais je vais vous passer la parole pour parler un petit peu d'histoire quand même. Vous avez aussi commis un petit livre qui s'appelle « Créer votre bière, de la compréhension à la réussite ». Finalement, c'est un petit peu
le mode d'emploi pour fabriquer sa bière soi-même, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est pas tout jeune dans la région, c'est une vieille histoire, hein, la bière. Alors la bière, ça a des milliers et des milliers d'années. À ce point. À ce point, oui. Alors, une datation au carbone 14, ça donne quoi? de l'ordre de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais bon, on suppose que la bière est quand même beaucoup plus vieille. Donc à l'origine, c'était des céréales sauvages qui étaient utilisées. Donc, mais pour se nourrir, donc les gens mettaient ces céréales sauvages dans de l'eau pour les ramollir un peu. Et puis ils s'en servaient comme nourriture. Pour leur donner un peu de goût, ils ont amené petit à petit des fruits à l'intérieur. Le fait d'avoir mis les céréales dans l'eau, ça fait une germination, un peu ce que nous disait Vianney pour le maltage. Donc un début de germination, développement d'enzymes. Et l'apport de fruits, il a suffi d'un fruit un peu trop mûr, avec un peu de moisissure dessus, des levures finalement. Et puis le gruau s'est transformé en boisson divine, on va dire. Le nom de bière, le nom de bière, il vient d'où? On a une origine? Qu'est-ce qu'il veut dire ou une signification? Au départ, en tout cas en France, on appelait ça la cervoise. Donc la cervoise, ça vient de la contraction du mot Cérès, qui était la déesse de la moisson, et de vis, qui veut dire force. Et une légende veut que les Romains auraient donné cette boisson, ce nom à la boisson que buvaient les Gaulois pour aller les combattre sur les champs de bataille, parce que ça leur donnait la force de combattre. Donc ça, c'était la cervoise. Et petit à petit, la cervoise a été houblonnée. Et à partir du moment où on a houblonné la cervoise, donc c'était dans les années 1500, où c'est devenu systématique, la cervoise a perdu son nom au profit de bière, qui vient du latin biber, qui veut dire boire, tout simplement. Tout simplement, boire. Mathieu, comment est-ce que vous avez appris à faire ce métier-là? Et est-ce que ces brasseries artisanales, ici, mais ailleurs en France aussi, c'est quelque chose qui se développe, qui existe beaucoup? Alors en effet, aujourd'hui il y a un gros boom de la brasserie artisanale depuis quelques années. En 2012, quand on a commencé, on était environ 300 brasseries en France artisanales. Aujourd'hui, on arrive de mémoire, je crois, environ 1600 brasseries, ce qui est assez énorme. Brasserie artisanale. Artisanale. Donc artisanale, on va dire qu'après, voilà, il y a une multitude de tailles différentes. Il y a tous les formats, bien évidemment. Tout à fait. Oui. Donc il y a vraiment de la petite pico-brasserie qui va vraiment alimenter un village par passion pour une personne, un brasseur qui aura éventuellement un double métier. Et puis après, on a le brasseur professionnel qui développe de plus en plus son outil de manière en fait à augmenter ses ventes. Parfait. Je vous propose, on est allé voir juste avant, à vrai dire, les équipes de SEMAE sont allées avec leur téléphone portable, leur micro, sont allées à la rencontre des Rémoises et des Rémois pour savoir un petit peu ce qu'ils savaient finalement de la bière, sur ce qu'il y a dedans. C'est une question simple, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Comment est-ce que ça se fabrique? On écoute et on se retrouve juste après. Savez-vous avec quoi est fabriquée la bière? Je sais qu'on fait fermenter avec du houblon. Alors là, je sais pas du tout. Avec de l'eau, du houblon, du blé, éventuellement d'autres composants, ça dépend si on la parfume, des fruits éventuellement, si on la parfume. Du houblon, du malt, de l'eau. Avec du maïs. C'est de la fermentation de houblon. Avec du houblon? Pour vous, que signifie la bière? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente juste les problèmes et les gens alcooliques. Vous allez faites à la bière, des trucs un peu à la saucisse, voilà, c'est tout. À l'occasion, en soirée ou quoi, des choses comme ça, quand je suis avec mes amis, des choses comme ça, des événements, comme aux anniversaires ou juste pour une soirée comme ça quand j'invite des gens. Tous les dimanches. En soirée, voilà, c'est tout. Est-ce que l'on fabrique de la bière à Reims? Oui. De plus en plus même. Oui, comme dans les chaînes par exemple les Trois Brasseurs. Ah oui, on la fabrique partout, donc à Reims aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, on se rend compte que les Rémoises et les Rémois, sans doute comme tous les Français, toutes les Françaises, savent des choses, ne savent pas tout, mais c'est normal. En tout cas, un point commun, globalement, c'est un produit festif, une boisson festive, agréable. Bien évidemment, comme toutes les boissons alcoolisées, on n'en abuse pas, on boit ça avec raison et avec passion. Vianney Gio, je reviens avec vous. Je rappelle que vous êtes malteur, donc vous intervenez, vous êtes un intermédiaire entre le producteur d'orge et puis Mathieu qui lui produit la bière en tant que telle, le brasseur. Et le métier, voilà, c'est d'amener cette matière première qui va servir à élaborer la bière.
C'est exactement ça. Alors, pour expliquer un petit peu le process, donc on prend effectivement ces orges ou ces blés ou d'autres types de céréales dans certaines zones du monde. Et en fait, le but va être d'activer leur germination. Donc, on va les faire passer par une étape de trempe où on va remonter le niveau d'humidité à l'intérieur du grain de manière extrêmement homogène pour pouvoir commencer à développer les phénomènes de germination. Donc phénomène qui dure à peu près 35-40 heures. Derrière cela, on va donc laisser la germination s'opérer sous une atmosphère humide et douce, disons, pendant 4 à 6 jours, selon les espèces, selon les variétés, selon le besoin, selon le cahier des charges du brasseur, selon ce qu'on cherche à faire exactement. C'est très technique, ça a beaucoup évolué au fil du temps, ou finalement c'est la même technique qu'on développe, qu'on améliore simplement? Alors là, c'est la même technique, hein, les 3 phases, puisque je n'ai pas parlé du séchage, du touraillage à la fin, mais les 3 phases du process de maltage sont toujours les mêmes. Par contre, effectivement, en fonction du développement variétal, de la recherche, et comme je le disais, des besoins des brasseurs qui évoluent aussi, nos protocoles changent légèrement. C'est-à-dire que durant les 3 différentes phases, on n'applique pas forcément les mêmes températures, les mêmes durées, les mêmes applications du fait pendant ces phases. Vous travaillez en symbiose avec Mathieu, c'est-à-dire que Mathieu il peut avoir des envies de faire une bière plus comme ci, comme ça, plus avec un goût un peu prononcé, c'est-à-dire vous tenez compte de ses envies, de ses besoins, de ses attentes, ou c'est vous qui êtes offreur de services et de goût quelque part? Alors, on peut se placer dans les deux postures, évidemment, hein. Alors, on est majoritairement à l'écoute de nos clients et on va proposer des choses qui sont capables de, je vous l'ai dit, sur un paramètre fonctionnel, donc de satisfaire au brassage lui-même. Et dans un deuxième temps, on va travailler plus sur des recherches de goût, sur des types de bières différentes. Et là, c'est durant cette dernière phase du maltage, donc le touraillage, éventuellement du toastage, de la torréfaction, où on va aller rechercher des types de maltes spéciaux, dits spéciaux, avec des niveaux de couleur, avec des goûts complètement différents qui peuvent interagir dans le brassage pour faire les bières spéciales. Et effectivement, c'est un petit peu à la demande du brasseur que l'on va pouvoir faire ces adaptations et lui apporter ce qu'il recherche. Patrick Fricotto, vous connaissez quasiment aussi bien la production de la bière que nos 2 amis ici, même si vous en faites, je le rappelle, à titre amateur, et vous êtes un spécialiste, maître de conférence en chimie. On ajoute aussi parfois d'autres choses, hein, du houblon, il y a d'autres produits, d'autres choses qui sont rajoutées dans la bière? Alors le houblon maintenant de manière quasi systématique. Après on peut ajouter des différentes épices, des fruits, etc. en fonction des goûts du consommateur aussi, bien sûr. Produire sa bière à titre artisanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du matériel un petit peu. Là on a des cuves géantes, etc. C'est plus petit, c'est plus compact, on a des choses. Et puis après, sur la matière première en tant que telle, comment est-ce qu'on fait? Alors, à titre amateur, c'est des cuves beaucoup plus petites que ça, bien sûr. J'espère, sinon il faut vraiment de la place. En gros, c'est des casseroles des grosses casseroles de cuisine qui font entre 50 et 100 litres en fonction du volume que l'on veut faire. Après, le malt, c'est exactement le même malt que les professionnels que l'on utilise. Donc on casse le malt dans un premier temps, ensuite on le fait chauffer à différentes températures pour faire marcher justement les enzymes qui sont fabriquées au cours du maltage. Et puis après, au niveau de la filtration, c'est un peu plus délicat que les professionnels. Ça marche à tous les coups ou pas? Quasiment à tous les coups, oui. Quasiment à tous les coups, on peut avoir une bière que l'on fait soi-même. À partir du moment où on comprend ce que l'on fait. Et on a le bon orge qui a été bien malté. On le malte soi-même à ce moment-là? Généralement, on achète le malt tout fait, mais bon, on peut le malter soi-même. C'est un peu plus délicat par contre. Et là, les résultats sont pas... Là, c'est pas aussi systématique. Justement, par rapport à la température, comme disait Vianney, quand on fait son malt soi-même, on n'a pas le refroidissement qu'il faut au niveau des... Enfin, on le fait comme on peut, quoi, en gros. Et le malt, comme au moment de la germination, la température augmente, ça a tendance un peu à s'emballer, à aller un peu plus vite. Et là, on a des développements de mauvais goût qui peuvent arriver. D'accord, c'est comme tout, ça se pratique. Mathieu, un petit mot avant de terminer. Vous avez entendu la sonnerie qui me dit c'est l'heure. Moi, j'aime beaucoup en fait un dicton belge qui dit en fait c'est facile de faire de la bière, c'est difficile de faire de la bonne bière et c'est très difficile de faire toujours de la bonne bière. Et en effet, pour rebondir sur ce que disait sur Patrick, faire de la bière,
pas bien compliqué, hein, il y a des étapes à respecter tout simplement. Faire de la bonne bière, il faut avoir un petit peu de créativité, et faire toujours de la bonne bière, en fait c'est le côté professionnel et c'est le côté de pouvoir reproduire toujours la même chose vis-à-vis de nos clients. C'est pour ça qu'il y a des professionnels, hein, c'est aussi pour ça qu'on peut s'amuser à produire sa bière soi-même, c'est logique, mais heureusement que les professionnels sont là pour avoir un produit de qualité. On fait une petite pause, je vous propose d'écouter Lise Magnier qui est députée de la 4e circonscription de la Marne et qui nous parle de la filière semences, premier maillon de la chaîne alimentaire. On l'écoute et on se retrouve juste après pour terminer ce plateau. Moi, ça fait 3 ans que je suis députée, ça fait 3 ans que je travaille les questions agricoles et je me rends compte à quel point, quand on parle agriculture, on oublie la semence. Alors que c'est effectivement le premier maillon de la chaîne. Si on n'a pas la semence, on n'a pas l'agriculture céréalière, on ne produit pas derrière. Et finalement, j'ai le sentiment que c'est une filière qui est trop peu connue, qui ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'agriculture française. J'échange beaucoup avec les semenciers à l'Assemblée nationale et je leur dis tout le temps, mais on ne vous entend pas suffisamment. C'est vous l'avenir de l'agriculture. Depuis toujours, la filière semences a apporté des vraies solutions. Des solutions de lutte contre certaines maladies, par exemple, sur certaines productions végétales. Et elle est aujourd'hui la clé, effectivement, pour pouvoir continuer. On a ce souci français de diminuer la consommation des intrants, des produits phytosanitaires, d'améliorer encore et toujours la qualité de nos productions et de nos pratiques agricoles. La semence est la clé d'entrée pour justement trouver ces solutions. Je pense qu'on a une déconnexion finalement entre le consommateur et le producteur. Et le consommateur oublie souvent, effectivement, que quand on consomme un légume, une céréale, etc., avant tout, il y a une graine, il y a une semence. Mais je pense qu'on a de toute façon une évolution chez le consommateur qui oublie souvent d'où vient son produit. Moi, je rappelle souvent que quand on mange du jambon, on mange du cochon. C'est peut-être un préalable de base qu'il ne faut pas oublier, et notamment dans le cadre des débats qu'on a en ce moment au niveau national sur la question du bien-être animal dans nos élevages, etc. Je pense qu'il est important aussi de resituer correctement les choses, de redire aux gens tout simplement d'où vient leur nourriture. La souveraineté alimentaire, on l'a vu émerger pendant la crise du coronavirus, évidemment, où on a parlé de cette fameuse souveraineté alimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'agriculture française a tenu et que les Français ont pu se nourrir. Donc cette question, elle était évidemment primordiale. Quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est aussi veiller finalement, on le sait, on a l'agriculture la plus saine et la plus durable du monde, il faut le dire et le réaffirmer. C'est aussi cette question-là de se dire, mais finalement en France, c'est nous qui produisons le mieux. Donc évitons les importations des produits qui pourraient être soumis à des normes, à des règles qui soient moins sécuritaires, et c'est là que le lien entre les deux se fait, je crois. Donc voilà, la question de la souveraineté alimentaire, elle est aussi nécessaire parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est un combat géopolitique. Et on sait combien dans le monde la sécurité est aussi liée à la souveraineté alimentaire. En France, on a notre souveraineté alimentaire de façon assez globale parce qu'on a une vraie production agricole. Il faut en être fier, il faut le dire, et ça nous permet aussi de ne pas dépendre effectivement d'autres États et donc de ne pas rentrer potentiellement en conflit avec d'autres États. On sera 10 milliards d'êtres humains sur cette terre d'ici 2050. Ça veut dire 2,5 milliards d'êtres humains de plus à nourrir d'ici 30 ans. C'est une vraie question. C'est une vraie question sur notre capacité à se nourrir, à nourrir notre planète et l'intégralité de la population mondiale. C'est en ça que l'agriculture a un rôle déterminant à jouer. L'agriculture française particulièrement, on sait que l'Europe a été considérée comme le grenier mondial. Donc on a vraiment ce besoin
Et c'est en ça aussi que la semence a un rôle à jouer, à la fois pour améliorer les rendements, la production agricole tout simplement, mais aussi pour améliorer la qualité nutritive de nos productions. Vous évoquiez la question de la protéine animale. En France, on développe un grand plan protéines et on sait à quel point la semence va pouvoir aussi accompagner le développement de ces sujets-là qui sont majeurs. Le défi majeur de l'agriculture de demain, c'est le défi de la ressource en eau. Et là aussi, la semence a toute sa part à apporter sur ce défi-là pour aussi effectivement faire évoluer les variétés, justement pour leur permettre d'être plus résistantes aux soucis hydriques et aux aléas climatiques. Là, évidemment, la recherche en termes d'évolution de nos semences sera une solution. La région Grand Est et la Marne plus particulièrement se sont particulièrement investis dans ce qu'on a appelé la bioéconomie de façon globale. C'est vraiment prendre l'agriculture dans toutes ses composantes, dans tous ses débouchés. Et donc on a effectivement un territoire, Grand Est, et un département de la Marne qui sont des acteurs majeurs aujourd'hui de l'agriculture française. Sur la semence, par exemple, la Marne est un des premiers départements producteurs de semences et de semences bio, parce qu'on a aussi cette évolution de culture. On développe aussi la culture du bio dans notre pays pour répondre aussi aux attentes du consommateur. Et la Marne fait partie des premiers départements de production de semences bio. 12 000 emplois dans la filière semences, 80% des emplois sur les territoires ruraux, presque 40% des emplois de la filière semences se situent dans des communes de moins de 2000 habitants. De moins de 2000 habitants. Donc c'est aussi une filière qui participe évidemment à la vitalisation de nos territoires ruraux et aussi à lutter contre la fracture entre l'urbain et le rural. Et on doit, c'est aussi notre rôle à nous, acteurs politiques, moi en tant que député, le département, la région, etc. Nous devons accompagner toutes ces filières qui font vivre aussi nos communes rurales. La filière semences, c'est une filière qui offre énormément de possibilités pour nos jeunes qui auraient aussi envie de prendre leur part finalement à cette question de l'alimentation, du respect de l'environnement, de l'amélioration des techniques de production, puisque tout ça sont des enjeux de l'agriculture. Et ne l'oublions pas, l'agriculture est la solution. Voilà, retour sur le plateau de Village Semences en région à Reims, dans la brasserie artisanale La Boutique. Le temps de remercier mes invités. Mathieu Aubert, merci à vous. Merci de votre présence. C'est pas terminé, on se retrouve encore pour 2 fois une demi-heure cette matinée dans ce lieu pour parler de beaucoup de sujets. Vianney Gio, directeur du développement du marché Craft Beer chez Malt Europe. Malteur donc, merci à vous de ces quelques explications sur le process de fabrication. Merci à vous. Merci également à Patrick Fricoteau, maître de conférence en chimie, brasseur amateur et auteur, je le rappelle, de ce petit livre fort sympathique pour fabriquer sa bière soi-même. Je vous donne rendez-vous d'ici un petit quart d'heure, le temps de renvoyer à une émission parisienne, et on se retrouve ici pour parler bière, fromage, céréales, semences. À tout de suite.